Bien, chers apprenants, bonjour encore. Nous allons entamer le chapitre 3. Le chapitre 3, la motivation au travail dans les organisations. Avant de commencer, je rappelle toujours que c'est la même équipe pédagogique chargée de dispenser des cours à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, au Mali. Une équipe dirigée par le professeur Zakari Yaoukaka, maître de conférences agrégé en sciences de gestion. Monsieur Sédou Kleseke Dao, professeur assistant en sciences de gestion. Monsieur Nyamali, professeur assistant en sciences de gestion, et moi-même, Dr Bokari Diallo, ancien chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Nous allons parler de l'introduction générale. Nous avons exposé le chapitre 1, le chapitre 2. Maintenant, nous allons entamer le chapitre 3. Le chapitre 3, la motivation au travail dans les organisations. Tous les chapitres sont importants, mais ce chapitre 3, je le trouve capital. Pourquoi? Dans la vie, tout ce que l'être humain fait, c'est qu'il est motivé par quelque chose. Ceux qui sont des religieux, ils prient, ils sont motivés parce qu'ils savent qu'ils disent que quand je prie et que je respecte tous les différents piliers de ma religion, je vais au paradis. C'est parce qu'ils ont le paradis en tête maintenant qu'ils prient, ils sont motivés par le paradis. Et ceux qui ne sont pas dans les religions monothéistes, et aussi, ils sont dans les religions parce qu'ils disent que quand je fais ça, voilà ce que je vais avoir. Tout ce que l'être humain fait, c'est que tu es motivé par quelque chose. Et maintenant, cette motivation, quels sont les facteurs qui motivent un être humain? Il est capital de comprendre ça. En ce moment, le comportement des travailleurs, des collaborateurs, vous allez comprendre. Pourquoi telle personne se comporte ainsi? Pourquoi pas ainsi? Parfois, tu vois certains comportements que vous trouvez paradoxal, mais lorsque tu analyses les différents facteurs de motivation, tu peux comprendre le comportement des différents collaborateurs et savoir maintenant quelle conduite à tenir vis-à-vis d'eux. Donc, ce chapitre 3, nous allons parler des besoins du salarié, les facteurs de motivation, les théories X et Y. On va parler des limites de ces théories. On va parler un peu de l'évaluation de la performance, former les salariés, tout, et les compétences. Et on va comment gérer les compétences et gérer les équipes, et on va conclure. Donc ça, c'est la différente bibliographie. D'abord, comme introduction. Quand on dit motivation, motivation, ça veut dire quoi? C'est permettre aux collaborateurs d'agir par eux-mêmes. C'est-à-dire à leur donner des raisons, de se mettre en mouvement pour les actions qu'ils vont pouvoir initier personnellement. C'est permettre à quelqu'un d'agir par lui-même, d'agir par lui-même, de se mettre en mouvement pour les actions qu'il va pouvoir initier personnellement. La motivation est souvent confondue à la stimulation, qui a pour but de provoquer une action par une incitation externe, avec pour conséquence que l'action s'arrête lorsque le facteur de stimulation est interrompu. Donc la stimulation et la motivation, pour la stimulation, c'est vraiment une action qui s'arrête quand le facteur de stimulation est interrompu. Alors que la motivation, c'est inciter à la responsabilité. Autrement dit, la stimulation a un effet limité et ne rend pas l'homme autonome, alors que la motivation incite à la responsabilité. La motivation est un processus individuel qui renvoie à des intérêts personnels et un processus relationnel avec le salarié et son environnement de travail. Donc, la motivation est avant tout individuelle. Donc, il y a les intérêts individuels. Et dans ces intérêts individuels interviennent les relations entre l'individu et son environnement. Les critères d'évaluation de la formation ou de la gestion des compétences tendent vers un seul objectif, celui de trouver les ressorts de la motivation des salariés. Donc, on évalue, on forme
on gère les compétences pour que les gens puissent être motivés. Maintenant, les besoins des salariés, les plus célèbres précurseurs de l'étude des besoins et des motivations ont été Abraham Maslow et Friedrich Herzberg. Pour Maslow, lui, il a préféré définir la hiérarchie des besoins qui, selon lui, le salarié est motivé suivant des paliers. Et pour Herzberg, lui, il a identifié plutôt les facteurs de satisfaction permettant d'avoir un effet direct sur la motivation du travailleur. Par rapport à la pyramide de Maslow, donc, nous avons les 5 échelles de la pyramide. D'abord, les besoins primaires, il s'agit des besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Ensuite, il y a les besoins secondaires qu'on appelle les besoins pour être. Hein. Les besoins primaires, nous appelons ça l'avoir, et les besoins secondaires, ça c'est l'être, pour être. Voilà. L'autre, je veux avoir, l'autre, maintenant, je suis. Maintenant, d'abord, l'être humain, selon Maslow, il a besoin d'avoir, de satisfaire ses besoins physiologiques. Ensuite, il monte pour satisfaire ses besoins de sécurité. Ensuite, les besoins d'appartenance sociale, les besoins d'estime, et enfin les besoins de réalisation, les besoins d'épanouissement. D'abord, ces catégories de besoins, nous allons les expliquer un peu. Les besoins physiologiques, il s'agit de la nourriture, le logement, le repos, le revenu minimal, les conditions d'environnement satisfaisantes. Donc, l'être humain se dit, si, selon Maslow, quelqu'un qui n'a pas à manger, il ne peut pas penser à un emploi, il ne peut pas penser à se former, il ne peut pas penser à une assurance maladie. Donc ensuite, quand il a à manger, il vient aux besoins de sécurité, donc il pense à un emploi sécurisé, il pense aux bonnes conditions de travail, il pense à aller se former, il pense à avoir une certaine sécurité sanitaire, et il pense à une assurance maladie et une retraite satisfaisante. Donc, par rapport à l'avoir, ces deux-là constituent l'avoir. Avoir, c'est quoi? J'ai faim, j'ai soif. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'assurance maladie. Ensuite, le troisième niveau, quand il a ça, maintenant, il monte au troisième niveau. C'est le besoin d'appartenance sociale. C'est-à-dire des besoins sociaux de convivialité et de solidarité dans un groupe. La culture commune, la politique d'information et de communication. Donc, il a à manger, il a à boire, il a un emploi sécurisé, il a une formation. Maintenant, il essaie de faire partie d'un groupe social. Hein? Il veut faire partie d'un groupe social, d'un rang social. Ensuite, il monte au besoin d'estime. C'est le besoin d'être reconnu dans ses capacités par le statut ou les promotions, les politiques d'appréciation des performances, d'information et de communication. Donc, il veut être reconnu par ses capacités, il veut être reconnu par son savoir, il veut être reconnu par sa promotion, par son statut. Et en ce moment, il veut que ses performances soient appréciées. Donc, nous sommes à être. C'est-à-dire, je suis aimé par mon entourage, je suis du même bord politique qu'un tel, je suis le premier de ma classe. Enfin, maintenant, le dernier niveau, maintenant, selon Maslow, les besoins de réalisation. Il a tout ça maintenant, il pense au luxe insolent. Le gars, il a à manger, il a à boire, il a où dormir, il a un salaire garanti, il a étudié, il fait partie d'une classe sociale. Maintenant, il a un rang social, il est reconnu par son environnement, il a une certaine performance reconnue. Maintenant, il pense aux besoins d'épanouissement, il pense au luxe insolent. Hein? Possibilité d'utiliser ses compétences, s'épanouir dans son activité, de créer, de s'organiser, d'être responsable de ses résultats. Il veut inventer la possibilité de se développer ses compétences grâce à des délégations de responsabilités. C'est un facteur favorable pour se réaliser. C'est la satisfaction d'atteindre ou de dépasser les objectifs fixés. Donc, le gars, comme à l'heure actuelle, j'ai tout, je vais inventer le vaccin contre le Covid-19. Je vais être milliardaire. Voilà. Je suis multimillionnaire, je vais être milliardaire. Donc, il a envie d'utiliser ses compétences pour être encore au luxe insolent. Bien. Il avait une bicyclette, après il a acheté une moto, après la moto il a acheté une petite voiture, après il a acheté une grande voiture. Maintenant il va avoir, comment dire, un avion personnel.
Voilà. Les besoins d'estime sont encore appelés besoins égocentriques, qui sont au nombre de 2. L'estime de soi, et se rapporte à notre amour, ces besoins se rapportent à notre amour propre, la confiance en soi, la réalisation de soi, l'indépendance, la compétence. Je vais être indépendant. Maintenant, je vais être indépendant. L'estime que les autres ont pour nous, cela traduit notre besoin de considération, d'être respecté, d'avoir un rang social. Donc, on a une estime de soi et l'estime aussi des autres. On veut avoir une estime de soi, on veut être indépendant, on a une confiance en soi et on veut aussi que les autres aussi nous considèrent, nous respectent et on va avoir un rang social. Selon Maslow, les besoins supérieurs ne sont ressentis qu'après la satisfaction des besoins inférieurs. Donc, vous voyez, on monte en escalier. Pour Maslow, on ne peut pas penser à avoir un salaire garanti alors qu'on n'a même pas à manger. On ne peut pas penser à avoir un avion alors qu'on n'a même pas à manger. Mais dans la pratique, les motivations auxquelles correspondent ces besoins peuvent ne pas suivre cet ordre et dépendent beaucoup des circonstances et des situations individuelles. Donc, l'âge, l'expérience, le niveau de responsabilité dans lequel se trouve. Voilà, l'âge, un jeune par exemple, il a 18 ans, parfois il n'a même pas de boulot, mais il voit une belle voiture passer, il a envie directement d'avoir la voiture tout à l'heure, alors qu'il n'a même pas fini les études, il n'a pas de boulot, il n'a rien. Voilà, parfois ça peut, c'est l'âge, l'expérience, le niveau de responsabilité peuvent influencer sur cette théorie de cette relativité par rapport entre les besoins supérieurs et les besoins inférieurs. Le besoin se distingue de la motivation dans la mesure où un besoin déjà satisfait ne motive plus fortement. Quelqu'un qui, son objectif était d'avoir une voiture, quand il a déjà une voiture, donc tu lui dis qu'il veut avoir la même voiture, donc de même marque là, ça ne le motive plus. Inversement, il ne sera pas possible de motiver pour certains besoins si des besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que la personne n'a pas à manger et maintenant la personne ne peut pas s'arrêter, comment dire, essaie de contempler des V8, veut rentrer dans une V8 tout de suite alors qu'elle n'a même pas à manger. Voilà. Exemple, les besoins de formation ne seront motivants que lorsque un besoin minimum de rémunération aura été satisfait. C'est-à-dire quelqu'un qui a fini les études, il chôme depuis plusieurs années, il n'a pas à manger, il a tous les problèmes du monde. Après, tu lui dis non, tu peux aller, tu lui demandes maintenant d'aller se former davantage. Il dit non, j'ai un diplôme, je chôme depuis combien d'années, je n'ai même pas pu avoir du boulot, donc je n'ai même plus envie encore de continuer à étudier, il faut que j'ai du boulot d'abord. Dans le commerce, on utilise des critères similaires de motivation dans le contexte pour acheter un produit. Quand on parle de besoins, B c'est bien-être, le confort que peut procurer un produit, et l'économie, c'est-à-dire que un prix favorable. La sécurité, est-ce la sécurité, qui est la résistance à l'usage? Est-ce que le produit que j'achète, avec le produit est moins cher, est-ce que le produit peut être durable? Est-ce que le produit est solide? Est-ce que le produit, quand je l'achète, ça va durer? L'orgueil, maintenant, est-ce que c'est moi seul qui ai ça? Combien de personnes ont ça? Hein? J'ai cette marque de voiture, combien de personnes ont ça? L'intérêt, souhaite d'être agréable à un tiers. Donc, maintenant, quand j'ai ça là, maintenant, est-ce que ça permet comment les autres vont m'apprécier? Hein? Mon entourage, la nouveauté, l'innovation, j'ai le dernier modèle, voilà. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Voilà. Donc ça, ces différents éléments interviennent dans le marketing commercial. Les facteurs de motivation. Il y a 2 grandes familles de théories de la motivation selon Foudrath-Michel 2011. Ces 2 grandes théories, il y a les théories du contenu et les théories du processus. Les théories du contenu, c'est de Maslow, Herzberg et Mark Cleland. Les théories du processus, nous parlons de Skinner, de Vroom et autres. D'abord, les théories du contenu. Les théories du contenu cherchent à identifier les facteurs de motivation des individus. Qu'est-ce qui motive l'être humain? Elles proposent des typologies de besoins, ce étant la source de la motivation. Et en même temps, elles reposent sur une hypothèse fondamentale. Les besoins sont des manques d'ordre physiologique, psychologique ou sociologique. Donc, selon ces théories du contenu, quand il y a besoin, c'est qu'il y a un problème physiologique, psychologique ou sociologique. Selon ces théories du contenu, un besoin non satisfait entraîne une tension qui déclenche un mécanisme visant à réduire celle-ci par des comportements adaptés. Donc, quand on a un besoin et que le besoin n'est pas satisfait, ça crée une certaine tension, donc une certaine réaction de l'être humain. Les gens veulent avoir certaines choses, ils voient que la situation du pays ne les permet pas d'avoir, donc du coup, ils demandent, ils se révoltent, ils font des conférences de presse ou bien ils marchent.
Voilà. Et donc, en marchant, en ce moment, ça permet pour eux, ce comportement maintenant est adapté pour réduire vraiment la tension. Les comportements sont donc déterminés par la recherche de satisfaction des besoins. Donc, quand l'être humain adopte un comportement, c'est dans le but de satisfaire un besoin. C'est qu'il y a un besoin qui est là, donc ce comportement, c'est pour adapter. Donc, quand tu vois le comportement de l'être humain, il faut dire pourquoi ces comportements. C'est certainement il y a un besoin et il a adopté ces comportements pour pouvoir satisfaire ses besoins. Donc, la motivation au travail peut ainsi être comprise à partir des besoins fondamentaux qui existeraient au sein de tout individu et qui chercheraient à satisfaire. C'est pourquoi il faut comprendre les besoins des collaborateurs parce que leur motivation au travail en dépend. Nous allons commencer par la théorie des Herzberg, encore appelée la théorie bifactorielle. Deux facteurs. D'abord, nous avons les facteurs de motivation et les facteurs d'insatisfaction ou d'hygiène, encore appelés les facteurs d'hygiène. Maintenant, les facteurs de motivation, il y a d'abord la marge d'autonomie et le degré de responsabilité associé à la tâche. Bien, je fais un travail, quelle est ma marge d'autonomie et quel est mon degré de responsabilité par rapport au travail? L'intérêt que j'ai par rapport à ce travail, l'image de la tâche ou de l'emploi vis-à-vis des membres du groupe d'appartenance, les possibilités d'utiliser mes compétences. Je suis motivé parce que je suis autonome. Je suis motivé parce que je décide. Je suis motivé parce que j'ai un intérêt pour ce travail. Je suis motivé parce que les gens savent que le métier que j'ai là, le métier est un métier de prestige. C'est un métier qui a une considération. Je suis motivé parce que j'ai des compétences que je peux utiliser. Le degré de difficulté des objectifs assignés et la complexité du travail à accomplir. La complexité du travail à accomplir. Le type d'évaluation du travail effectué et la forme de reconnaissance obtenue par l'individu après un succès. Donc, lorsque les objectifs assignés, ces objectifs sont difficiles à atteindre et que le travail est complexe, cela me motive. Et aussi, lorsque le travail, le type de travail que j'effectue et la forme de reconnaissance que j'obtiens quand j'ai un succès, cela aussi me motive. Donc, je suis motivé parce que le travail que j'ai fait est un travail difficile et complexe et j'ai pu le faire. Je suis motivé parce que le travail que je fais, quand je finis de faire ce travail, la reconnaissance qu'on me fait, cette reconnaissance est proportionnelle effectivement à la qualité et à la quantité de travail que j'ai à faire. Ensuite, le deuxième facteur, les facteurs d'insatisfaction ou d'hygiène. Nous avons les conditions de travail. On est motivé parce que les conditions de travail me sont favorables. Je suis motivé parce que les conditions de travail me sont favorables. Je suis motivé parce que j'ai un statut au niveau du service. C'est que je ne suis pas au bas de l'échelle, ou bien, même si je suis au bas de l'échelle, mais là où je suis, je me sens à l'aise là-bas et je sais que ça, c'est ça ma place, je mérite ça. Je suis motivé parce que j'ai de bonnes relations avec mon chef. Je suis motivé parce que la rémunération que j'ai là et les conditions dans lesquelles on me rémunère sont des conditions maintenant qui me permettent de m'épanouir. Je suis motivé parce que j'ai des avantages sociaux. J'ai certains avantages liés à mon travail qui ne sont pas mon salaire. Je suis motivé parce que la politique de notation et d'avancement, cette politique est objective, impartiale, impersonnelle et sans passion. Le chef ne me note pas en fonction de la forme de ma tête, en fonction du fait que je l'ai bien salué ce matin ou bien je l'ai mal salué, en fonction des antécédents, en fonction des rancunes, mais le chef me note parce que je travaille bien, correctement, et la notation qu'il me donne est effectivement en fonction de mon travail, et non en fonction, comment dirais-je, de ma tête, de la forme de ma tête, ou bien de la manière dont j'ai salué le chef. J'avance parce que je travaille bien. Et non, j'avance parce que j'ai de bonnes relations avec le chef. Les conditions organisationnelles relatives à la sécurité. Je suis dans un travail où je sais qu'il y a une certaine sécurité. On ne peut pas me chasser d'un moment à l'autre. Lorsque le travail est là, il sait que n'importe quel moment on peut le chasser. Et là, il se trouve dans une certaine insécurité. Voilà. Et ça diminue la motivation. La procédure formelle de l'organisation. Les textes, le règlement intérieur, les manières de procédure, tout ce qui érige l'organisation
sont réellement des facteurs qui me permettent d'avoir une confiance que l'entreprise a un avenir. Et moi, j'ai un avenir là-dedans. Il y a une double intervention sur le contenu du travail, l'élargissement horizontal du travail et l'élargissement vertical du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça motive aussi. L'élargissement horizontal du travail, il consiste à confier davantage de tâches à l'individu, mais également à ce que celles-ci soient plus variées. Polyvalence, flexibilité qualitative, le travail en équipe ou en groupe. Donc, le gars, il fait un travail, ce n'est pas un travail monotone, ce n'est pas un travail, comment on appelle, trop routinier. Donc, ça change et ça lui permet, il y a le travail en équipe, il se sent à l'aise au sein de son groupe. Donc, ça lui permet effectivement d'être motivé. Et enrichissement vertical, ou étendue des tâches, il consiste à déléguer à l'individu un niveau plus élevé d'autonomie et de responsabilité dans son travail, quel que soit son niveau hiérarchique. Donc, même si le manœuvre sait que le planton, il sait qu'il a une certaine autonomie par rapport à son travail, tu n'es pas là en train, comment dire, chaque seconde en train de l'appeler et de le gronder, et il a certaines responsabilités, il est motivé. Donc, plus, comment dire, on a une autonomie et une responsabilité élevée, plus on est motivé au niveau du travail. L'autodétermination a été décrite par Deci, Rian en 71, 75 et 85. Donc, l'individu est motivé par 3 types de besoins. L'autonomie, le sentiment d'être compétent, l'appartenance sociale. Il sent qu'il y a une certaine autonomie dans son travail. Au moins qu'il peut faire certaines choses, on lui donne la capacité d'innover, on lui donne la capacité de proposer. Et aussi, en même temps, quand il travaille, il sent qu'il est compétent là-dedans, il maîtrise le métier qu'on lui donne. Donc, il ne faut jamais confier une tâche à quelqu'un que la personne ne maîtrise pas. Il faut que la personne maîtrise le travail qu'on lui donne. En ce moment, la personne est motivée. Sinon, si tu lui confies un travail qu'elle ne maîtrise pas, elle ne sera pas motivée. L'appartenance sociale. Il faut que je sache que je suis accepté par le groupe. Je suis accepté par le groupe dans lequel je suis accepté dans l'équipe dans laquelle je travaille. Je ne suis pas repoussé par l'équipe. Voilà. Je me sens à l'aise de travailler avec eux. Le besoin d'autonomie serait le plus décisif dans tout ça. Pourquoi? Il est défini comme le besoin qu'a l'individu de sentir qu'il agit librement. Il faut il ne doit pas se sentir prisonnier. Selon le degré d'autonomie dans le choix, l'individu sera donc plus ou moins motivé. Parce qu'il sait qu'il peut faire des propositions. Il a la capacité de proposer, la capacité d'innover. Ensuite, nous avons le deuxième groupe de théories, les théories du processus. De quoi s'agit-il? Les théories des besoins et la théorie de l'autodétermination répondent à la question par quoi un individu est-il motivé, alors que les théories des processus répondent à la question comment un individu est-il motivé. Ce qui consiste à analyser de quelle manière des variables interagissent pour conduire à la motivation. Donc, nous avons les premières théories que nous venons de finir, nous disaient par quoi un individu est-il motivé. Maintenant, les théories des processus nous disent comment un individu est-il motivé. Comment? Et nous allons voir tout à l'heure comment un individu est motivé. Parmi les théories des processus, nous avons la théorie EIV de Victor Room, 1964, qui considère que la motivation résulte de 3 variables. Il donne la formule, la motivation est égale à la valence, multipliée par l'instrumentalité, multipliée par l'effort. Donc ça veut dire que lorsque chacune de ces variables, de ces paramètres, est égale à 0, la motivation est égale à 0. Quand V égale à 0, M égale à 0, I égale à 0, M égale à 0, E égale à 0, M égale à 0. Ça veut dire que la motivation est égale à la valence, multipliée par l'instrumentalité, multipliée par l'expectation. Il est important d'expliquer ça. Que veut dire expectation? L'expectation, c'est l'individu attend un certain résultat ou une certaine performance suite à son effort. L'individu est motivé, se sent capable d'accomplir le travail demandé. La perception de sa propre capacité est liée non seulement à sa confiance en lui, mais aussi à l'environnement de son travail, les moyens mis à sa disposition, la reconnaissance du travail par le supérieur hiérarchique. Très simple. J'apprends très bien mes leçons, j'ai 17 sur 20 de moyenne. Ça veut dire que l'individu est motivé quand tu sais que quand j'ai fait du bon travail, j'ai un bon résultat. J'ai fait du bon travail, j'ai un bon résultat. Donc, ça veut dire que mon résultat est proportionnel à mon effort. Quand le travail est proportionnel à l'effort, maintenant, ça permet de motiver. Dans plusieurs services aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les services s'écroulent? Parce que les plus gros travailleurs sont le plus mal récompensés. Et les plus mauvais travailleurs sont le mieux récompensés. Donc, du coup, ceux qui travaillent beaucoup se disent que, mais écoutez, quand tu te tues, tu n'as rien, tu ne fous rien, tu as tout. Donc, pourquoi travailler? Pourquoi travailler? Et donc, ceci
Ils viennent à la conclusion que le résultat n'étant pas, la récompense n'étant pas proportionnelle à l'effort fourni, donc ce n'est pas la peine de travailler. Donc pour que les gens puissent travailler, il faut qu'ils sachent que la récompense est proportionnelle à l'effort fourni. C'est pourquoi David Osborne dit que celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. Si les gens sont excellents, tu ne les encourages pas. Ceux qui sont médiocres, et donc ceux qui sont excellents, ils ne sont pas encouragés. Finalement, ils vont dire que ce n'est plus la peine d'être excellent, parce que l'excellence est devenu un crime ou un délit. Donc, ce n'est pas la peine que je me tue. C'est de là où on entend des termes parfois qu'un coup de pouce vaut mieux que 100 ans d'études, c'est que totalement faux. Tout ce que nous avons dans notre environnement, c'est les excellents qui l'ont inventé. Depuis les avions, depuis les routes, depuis les voitures, depuis les télés, depuis ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure, depuis les ordinateurs, tout, c'est les excellents qui l'ont inventé. Donc, ce qui dit que ce n'est pas un coup de pouce qui a permis à quelqu'un d'inventer tous ces appareils-là, d'inventer comment ces avions. Un coup de pouce ne peut pas permettre à quelqu'un d'inventer un avion, ne pas permettre à quelqu'un de construire un pont. Donc, c'est l'excellence. Celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. Un coup de pouce ne vaut pas 100 poids d'études, c'est faux. Donc, maintenant, la deuxième partie de la théorie de Victor Vroom est l'instrumentalité. Il s'agit du rapport entre la performance et ce qu'on attend comme rétribution de cette performance. C'est que la performance peut conduire ou non à une meilleure rémunération, à une reconnaissance du chef, à une promotion. Exemple, je suis premier de classe, j'obtiens une bourse d'excellence. Ou j'ai 17 sur 20 de moyenne, j'ai obtenu une bourse d'excellence. Voilà. Donc, il s'est dit, il y a une performance, donc il a 17 sur 20, il a une performance. Il attend à une rétribution de cette performance, c'est quoi? C'est une bourse d'excellence. Donc, du coup, la performance a entraîné une rétribution. Donc, j'ai bien travaillé, voilà, j'ai eu la récompense. Donc, là, j'ai été performant, voilà, cette performance a été récompensée conformément effectivement à ce que j'ai eu. Donc, c'est ça l'instrumentalité. Maintenant, la balance, le troisième pied de l'équation, c'est quoi? C'est la valeur attribuée à l'individu au résultat qu'il a produit. La valeur attribuée à l'individu au résultat qu'il a produit. C'est quoi? J'ai toujours été premier des classes, c'est là mon or à vie. Donc, ça veut dire que le fait que la valeur le résultat que la personne a, quelle est la valeur que la personne accorde à ses résultats? Il y a quelqu'un, quand il a 12 de moyenne, il est très content. Parce que lui, il a toujours 4 de moyenne ou 5 de moyenne sur 20. Maintenant, il vient d'avoir 12, donc il est très content. Donc, voilà la valeur qu'il lui a. Alors qu'un autre, quand il a 12, il pleure. Parce que pour lui, là, 12, là, ça ne veut rien dire. C'est réellement, lui, il n'accorde aucune valeur à 12. Donc, quand tu accordes, en fonction de la valeur que tu accordes au résultat que tu as, ça te motive pour travailler. Donc, j'ai toujours été premier des cas, c'est là mon honneur à vie. Donc, je préfère être toujours premier des cas pour être honoré à vie. Voilà. Toujours dans la théorie du processus, ces trois variables, une fois réunies, conduisent à la motivation. Exemple, pas de motivation si un individu a produit les efforts nécessaires pour atteindre une certaine performance, mais que cette performance n'est pas rétribuée d'une façon ou d'une autre. C'est qu'on a fourni un effort, en retour, je vais avoir une récompense, et si je n'ai pas été récompensé par rapport à cet effort-là, donc je n'ai plus le courage de continuer à fournir des efforts. Donc, pas de motivation si l'individu ne valorise pas sa tâche, au-delà de la rétribution qu'il en reçoit. Par exemple, s'il ne comprend pas l'utilité de la tâche. Il ne peut pas être motivé, ce qu'il est en train de faire, lui-même, il n'accorde même pas de la valeur à ça. S'il n'accorde pas de la valeur à ça, il ne peut pas être complètement motivé. C'est pourquoi il faut mettre l'individu ce qu'il veut là, ce que l'individu veut. L'individu veut être ça là, ce qu'il veut là, tu le mets là-bas, donc il va accorder de la valeur. Mais s'il ne veut pas ça, tu le mets là-bas, il ne va pas accorder de la valeur. C'est comme quand les parents conseillent les enfants dans leur orientation, tu dis que l'enfant veut aller faire une spécialité, le père veut qu'il aille faire l'autre spécialité, mais cette spécialité-là, il n'accorde même pas de la valeur à ces métiers-là, donc quand il va partir, il ne sera pas motivé. Mais par contre, s'il y a un métier qu'il trouve vraiment, qu'il accorde beaucoup de valeur à ces métiers, si tu l'orientes vers ces métiers, il va accorder la valeur et par conséquent, il va se permettre, il va étudier beaucoup parce qu'il trouve qu'il voit ces gens-là comme des idoles. Pas de motivation si l'individu n'accorde pas
de la valeur à la rétribution qu'il reçoit. Par exemple, un individu qui cherche essentiellement à augmenter son salaire ne sera pas motivé par une reconnaissance de son supérieur hiérarchique et vice-versa. Donc, d'autres pensent que le salaire est toujours... L'augmentation du salaire, comment dire, c'est vraiment le seul facteur de motivation. Hein? On est en train de parler du fameux article 39, hein? Donc par rapport aux anciens. Mais parfois, il y a d'autres qui ne trouvent pas que l'augmenter le salaire les permet d'être motivés. Pour eux, pour être motivés, c'est plutôt la reconnaissance de leur travail. Ils veulent que les chefs hiérarchiques reconnaissent leur travail. Donc ça, pour eux, c'est plus motivant même que le salaire. Donc, pour un travailleur qui, lui, il est beaucoup plus motivé par la reconnaissance du travail et non par l'augmentation du salaire, si tu augmentes son salaire, tu n'es pas en train de le motiver. Il faut savoir qu'est-ce qui motive qui. Ok. Donc, Victor Vroom ajoute que la performance d'un individu est égale à la motivation multipliée par la compétence. J'appelle ça la formule magique de Victor Vroom. Un individu, pour être performant dans son travail, il faut que non seulement tu sois motivé et en même temps que tu sois compétent. Je prends l'exemple pour un enfant qui est au second cycle, qui a eu un mauvais soubassement au premier cycle. Donc, ça veut dire que sa compétence est égale à 0. Donc, son père lui achète même la meilleure bicyclette de la ville, pensant qu'avec ça, il va avoir une bonne moyenne. Non, sa compétence étant égale à 0, donc performance égale à motivation multipliée par 0, tout nombre multiplié par 0 égale à 0, donc P égale à 0. Donc, on appelle encore la formule P égale à MC. Donc, il faut il ne suffit pas seulement de motiver quelqu'un pour avoir la performance, il faut s'assurer que la personne d'abord a une compétence. Il faut que la personne ait un bon soubassement, un bon background d'abord, un bon soubassement scientifique, et qu'effectivement, en motivant ce dernier qui a un bon soubassement scientifique, on va avoir la performance. Mais si tu motives quelqu'un qui n'a rien appris, n'a rien oublié, et tu lui demandes de faire un travail intellectuel, il va sans dire que la performance sera égale à 0. Ainsi, nous avons la troisième théorie, les théories de la justice et de l'équité. Adam, en 1963, a développé cette théorie selon laquelle un individu est motivé lorsqu'il considère que la rétribution qu'il perçoit de son travail est en ligne avec sa contribution. Ça dit quoi? En français facile. Ce que je gagne est fonction de ce que je fais. Je suis motivé parce que je sais que ce que je gagne est fonction de ce que j'ai fait. J'ai 1 million de salaire et réellement, ce que j'ai fait là, ça mérite 1 million de salaire. Donc, je suis motivé. Donc, la rétribution est aussi bien financière. Donc, il y a le salaire, il y a les primes qui sont non financières. La reconnaissance, la fierté, la sécurité de l'emploi, la promotion et le sentiment d'accomplissement. Quand on dit rétribution, c'est non seulement l'argent, mais c'est autre chose qui n'est pas l'argent. La contribution. Le travail fourni, la compétence, les aptitudes personnelles, la confiance dans le chef. Donc, là, l'individu a envie de contribuer si réellement il sait que le travail fourni, les compétences et les attitudes, et aussi il y a la confiance au chef. La justice et l'équité perçue proviennent aussi de la comparaison que fait l'individu entre sa contribution et sa rétribution personnelle et celle de ses collègues ou des salariés d'autres entreprises. Voilà, c'est ce qui amène les grèves dans ces pays-là, les grèves multiples. Quand d'autres s'asseyent, ils disent que voilà, tel corps a tel salaire très élevé. Tel corps a bac plus 5. Nous, on a bac plus 5. Tel corps gagne 2 fois plus que nous. Mais nous, là, est-ce que nous sommes, le même fils du pays? Ou bien ils sont les fils du pays, nous sommes des étrangers. Donc, du coup, les gens comparent leur salaire, leur rémunération, leur salaire par rapport à ceux qui doivent censés avoir la même chose parce qu'ils sont de la même catégorie, c'est le même nombre d'années d'études. Et donc, c'est ce qui amène, donc, cette notion de justice et d'équité entraîne la démotivation. On dit, mais pourquoi je vais me tuer? Moi, j'ai bac plus 5, j'ai 500 000 francs de salaire. Lui, il a bac plus 5, il a 1 million de salaire. En quoi il est patriote plus que moi? Pourquoi il gagne ça et que moi, je ne gagne pas la même chose? Donc, du coup, ça amène des grèves. Si l'individu juge que, à contribution égale, un de ses collègues reçoit une rétribution supérieure, cela est un facteur de démotivation. C'est ce que je viens de dire. Prenons l'exemple. Un médecin, il a bac plus 12, il dit que moi je suis là pour sauver les êtres humains, sans moi les gens vont mourir.
un magistrat, il a bac plus 5, bac plus 6, il dit, si ce n'est pas moi, il n'y a pas d'équilibre dans ces pays-là, parce que moi, je suis là pour maintenir le climat social, parce que nos justice, nos pistes, sans justice, pas de paix. Donc, chacun trouve que j'ai une contribution égale. Maintenant, ils vont voir maintenant qui gagne plus que qui. Et avec ça, ça peut entraîner parfois des problèmes. Moi aussi, j'ai bac plus 3, j'ai une licence en gestion. L'autre a bac plus 3, il a une licence en électricité. Et maintenant, celui qui a une licence en électricité, il gagne 2 fois plus que moi. Donc je dis non, pourquoi il doit gagner 2 fois plus que moi? Donc il faut que si c'est la fonction, je vais aller en grève pour que je puisse gagner comme lui. Donc parce que je suis démotivé. Ou bien, puis je ne vais pas en grève, je ne vais pas prendre le travail au sérieux. Ça me démotive. Donc de même, s'il juge qu'un collègue reçoit une rétribution équivalente à la sienne, alors que la contribution du collègue est inférieure, il sera enclin à se démotiver. Voilà. Adam développe la théorie de l'équité. Selon Adams, tout individu au travail observe son environnement afin d'évaluer si le traitement qui lui est réservé est équitable ou non. Donc, ce que je gagne, est-ce que réellement c'est équitable? L'individu effectue le rapport entre les avantages qu'il retire de son emploi, qu'on appelle AP, les avantages personnels, et les contributions qu'il effectue pour l'organisation, CP ou contribution personnelle. Donc, toujours on essaie de voir, voilà ce que moi j'apporte pour cette structure, voilà ce que la structure me donne comme salaire. Je compare toujours ce que j'apporte à mon entreprise et ce que mon entreprise me donne. Ce que j'apporte à mon entreprise, c'est l'avantage personnel. Ce que j'apporte à mon entreprise, c'est les contributions personnelles. Et ce que l'entreprise me donne, ça, c'est les avantages personnels. Donc, le rapport personnel, calculé par l'individu entre ses avantages et ses contributions, lui permet d'établir le ratio AP sur CP. Donc, c'est-à-dire ce que l'entreprise me donne et ce que moi je donne à l'entreprise. Il fait toujours ces rapports. Et qu'il va ensuite comparer au ratio d'autres personnes pour lesquelles il évalue les avantages. Il va voir aussi sur les autres collègues. Donc, moi, je suis là pendant 8 heures de temps, tous les jours. Mon collègue est là 4 heures de temps tous les jours. Donc, j'ai le même salaire que mon collègue. Donc, il évalue les avantages par rapport aux contributions de l'autre. Ces deux ratios permettent à l'individu d'évaluer son sentiment de justice ou d'injustice à l'égard de sa situation dans l'entreprise. Donc, quand il voit qu'il y a une certaine injustice par rapport à lui, son traitement, alors que lui travaille 2 fois plus que le collègue, ils ont la même chose, donc du coup, ça le démotive. Nous avons 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que le rapport, ce que je gagne et ce que l'entreprise me donne, si cela est supérieur à ce que l'autre gagne par rapport à ce qu'il donne à l'entreprise, donc ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, ce que je gagne et ce que j'ai fait pour l'entreprise, si c'est égal à ce que l'autre gagne par rapport à ce qu'il fait à l'entreprise. Le troisième scénario, ce que je gagne et ce que l'entreprise me donne, si c'est inférieur par rapport à ce que l'autre gagne et ce que l'entreprise lui donne. Donc, en fonction de ça, maintenant, je veux savoir s'il y a la justice ou bien s'il y a de l'injustice. Tout en sachant que no justice, no peace. Sans justice, pas de paix. Donc, le rapport apport personnel et contribution personnelle, supérieur à l'apport de l'autre et contribution de l'autre, on a une situation d'iniquité. On en parle encore la suréquité. Si l'individu juge que son ratio est plus avantageux que celui des autres, on dit qu'il est sous-payé. Cela peut faire naître des sentiments d'inquiétude et d'insécurité chez lui. Lui-même, il sait que ce que lui gagne là, honnêtement, ce n'est pas normal parce que les autres gagnent inférieur à lui alors que lui ne fait pas plus que les autres. Donc il est là, il est inquiet, il est dans l'insécurité parce qu'il dit qu'un beau jour, ça va claquer. Il n'est même pas à l'aise dans l'entreprise. Deuxième chose, l'apport personnel par rapport à la contribution personnelle, si c'est égal à l'apport de l'autre sur la contribution de l'autre. Donc, il y a une situation d'équité. En ce moment, l'individu estime que le traitement qui lui est réservé est comparativement équitable par rapport à celui qui est réservé aux autres. Donc, les contributions qu'il obtient sont jugées justes par rapport aux contributions qu'il apporte. Donc, ce que je gagne et ce que j'ai fait, c'est la même chose que ce que l'autre gagne et ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il y a équité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Troisième scénario, apport personnel sur contribution personnelle inférieur à apport de l'autre sur contribution de l'autre, on a une situation d'iniquité. Donc ça, c'est de la sous-équité, cette fois-ci. Si supérieur est sur-équité, ici, c'est sous-équité. L'individu trouve que son ratio est inférieur à celui des autres. Il s'estime sous-payé.
Cela peut être dû à des contributions jugées élevées ou à des rétributions considérées comme trop faibles. Donc, il trouve que lui travaille plus que les autres, mais il gagne au même titre que les autres. Ou il travaille que les autres, ou bien il gagne moins que les autres. Ou bien, par exemple, ce qu'il fait et ce qu'il donne à l'entreprise et ce qu'il gagne est inférieur à ce que l'autre fait et ce qu'il gagne. Donc, ça veut dire qu'en un mot, lui, il gagne moins que l'autre, ou bien il travaille plus que l'autre, et voilà. À un moment donné, il gagne moins par rapport à l'autre. Donc, il se dit qu'il y a une injustice parce que l'autre gagne plus que lui, alors que lui travaille plus que lui. Et en ce moment, une fois qu'il y a ça dans la tête des individus, parce que c'est très fréquent dans les services, où tu vois qu'il y a parfois même la loi 80-20, n'est-ce pas, qui est fréquente au Mali, où tu vois qu'il y a 20% des salariés apportent 80% des recettes de l'organisation. Et si ces 20%-là ne sont pas plus payés, à un moment donné, ils vont dire, mais comment ? C'est nous qui apportons 80% des recettes, les autres compagnies ne foutent rien, et on a la même chose. À un moment donné, ça crée une démotivation parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Maintenant, la troisième théorie, la théorie de la fixation des objectifs. Un individu est motivé quand on lui fixe des objectifs clairs et qu'on lui fournit un feedback approprié sur sa capacité à les atteindre, selon Locke en 68. Travailler pour atteindre un objectif est une source majeure de motivation. Ça améliore les performances de l'individu. Ça, c'est important parce que lorsqu'on fixe des objectifs à un travailleur, il faut que les objectifs soient clairs. Il y a de ces travailleurs, de ces responsables qui fixent des objectifs amphigoriques, amphibologiques, qui ne permettent pas aux travailleurs de comprendre exactement ce que le chef veut. Ils ne donnent même pas le temps de bien expliquer. Et après, il n'y a pas aussi un feedback approprié par rapport à leur capacité de les atteindre. Donc du coup, ça les démotive. Donc, il faut que quand les objectifs sont très clairs, les objectifs sont smart, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels. Les objectifs sont vraiment planifiés, limités, acceptés, négociés. Les objectifs sont mesurables, utiles et réalisables. En ce moment, les objectifs, ça permet aux collaborateurs de se battre pour améliorer la performance. Les objectifs bien définis et difficiles à atteindre conduisent à une meilleure performance que des objectifs vagues ou aisés à atteindre. Quand les objectifs sont difficiles à atteindre, donc on se dit, ah là, quand tu atteins ça, toi-même tu es content parce que tu as fourni du travail. Mais quand c'est des petites choses banales, on se dit, mais écoute, ça ne motive pas. Stimulé par la recherche d'un accomplissement, le sentiment de développer les capacités personnelles et l'expertise. Donc, en ce moment, si on sait que les objectifs sont difficiles à atteindre, on se bat pour avoir la meilleure performance et on développe toute son expertise. Les conditions pour qu'un objectif soit motivant, selon la TAM en 1990, il faut la clarté, le challenge, l'engagement et le feedback. Bien. Troisièmement, maintenant, les théories X et Y de McGregor Douglas. McGregor Douglas part du constat qu'il n'existe pas de théorie satisfaisante de la fonction du management, du fait qu'aucune ne rend compte du potentiel que représentent les ressources humaines dans l'entreprise. Donc lui, en comparant les programmes de formation des dirigeants des grandes entreprises américaines, il en conclut que les résultats de la formation ont eu peu d'effet sur les pratiques. Donc selon lui, les dirigeants changent leur mentalité, leur comportement et leur style de management, non pas en fonction du contenu de la formation, mais de la conception qui se fonde du rôle du dirigeant. Il formule l'idée qu'ils font des hypothèses implicites sur la nature humaine au travail qui guident leur conception du management. McGregor oppose deux conceptions de l'homme au travail qu'il appelle la théorie X et la théorie Y. Donc, c'est le rôle, la conception que le manager fait de son rôle de dirigeant. Et en même temps, que le manager formule l'idée que les hypothèses implicites de la nature humaine de l'homme au travail, pour McGregor Douglas, c'est là qui permet de motiver les gens. Donc, on va voir tout à l'heure que veut dire la théorie X, que veut dire la théorie Y. La théorie X repose sur trois postulats. Premier postulat, il trouve que l'être humain n'aime pas travailler. Il veut éviter le travail. Les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions si l'on veut qu'ils fournissent des efforts nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels. Il trouve que l'individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a peu d'ambition et recherche la sécurité avant tout. Donc pour les théoriciens X, l'être humain est paresseux, n'aime pas travailler, donc il faut l'obliger à travailler. L'organisation, dans ces conditions, doit être contraignante, disons, et mettre en place des procédures détaillées telles que, en ce moment, quand c'est le cas,
on décompose le travail en tâches élémentaires, on sépare les fonctions de concepteur et d'exécutant, et on réduit donc la durée d'immobilisation des machines, et on supprime les temps d'immobilisation des ouvriers. Et cette théorie inclut un cercle vicieux, dans lequel on dit que l'organisation est construite sous des règles strictes et des contrôles sévères. Donc, les règles sont strictes et sévères. Les employés s'adaptent en choisissant de travailler au minimum et en adoptant une nature passive, donc ils n'aiment pas travailler. Ils fuient alors les responsabilités, puisque le système est répressif et donc non sécurisant. Ceci conforte les dirigeants dans leur conviction, ce qui les incite à renforcer les règles et les contrôles. Donc, si on est avec des gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler, donc il faut mettre en place des règles strictes et des contrôles sévères. Donc, en ce moment, on va contrôler on va renforcer donc le système de contrôle, et ça permet à ce que ceci puisse se développer. Maintenant, voilà le cercle vicieux de la théorie X. Donc, ça veut dire quoi? Ici, nous avons les règles sont strictes, le contrôle est sévère et le travail est minimum. Donc, les gens sont passifs, ils fuient la responsabilité et ils ne se donnent pas beaucoup de travail, d'où la nécessité de mettre en place un système de contrôle strict et rigoureux. La théorie Y, 4 hypothèses là-bas. On dit que la dépense physique est aussi naturelle et ils disent que non, l'être humain n'est pas paresseux. Pour eux, travailler là est naturel pour l'être humain. Et le travail, ça c'est naturel. Donc, l'être humain, en réalité, apprend dans les conditions voulues, non seulement à accepter, mais à rechercher les responsabilités. Les êtres humains peuvent travailler. Les gens veulent avoir des responsabilités. Ils veulent se donner. Et le fait d'éviter des responsabilités, le manque d'ambition, l'importance qu'on fait à la sécurité ne sont pas innés à l'homme, mais plutôt une conséquence de non-espérance, sinon l'homme préfère toujours exercer son imagination et créer. Donc quand tu vois un être humain paresseux, qui n'aime pas, qui évite les responsabilités, qui n'a pas d'ambition, pour les spécialistes de la théorie grecque, c'est plutôt c'est des gens qui n'ont pas d'espérance, sinon ou bien ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été motivés, sinon en réalité l'être humain veut créer, veut innover. Et en même, le contrôle externe et la menace des actions ne sont pas les seuls moyens pour obtenir un effort dirigé vers les objectifs. L'homme peut se diriger. Que pour eux, ce n'est pas la peine de faire un contrôle strict et rigoureux. Si tu motives les gens ont envie de s'auto-diriger, d'avoir des responsabilités. Et donc, ça donne un cercle vicieux. L'organisation est construite autour des principes de confiance. Il faut avoir confiance aux collaborateurs, déléguer, laisser les gens s'auto-contrôler. Les employés ils aiment la liberté supplémentaire. Ils veulent s'impliquer si on les donne une certaine liberté, une certaine autonomie. Ils veulent prendre des initiatives, ils veulent avoir des responsabilités. Ils acceptent même de chercher même ces responsabilités-là. Donc, le dirigeant n'a pas besoin de faire un contrôle très strict. Et il doit inciter à maintenir cette confiance-là, à maintenir cette délégation et à maintenir cet autocontrôle. Voilà le cercle vicieux de la théorie Y. C'est quoi? Il faut avoir confiance aux gens. En ce moment, il faut les déléguer les choses, il faut les laisser s'autocontrôler, il faut les laisser une certaine liberté, il faut les impliquer dans la prise de décision et dans la fixation des objectifs. En ce moment, ils vont avoir des initiatives, ils vont créer, ils vont innover et ils vont accepter des responsabilités jusqu'à même rechercher même des responsabilités. Alors, à la lumière des théories X et Y, une problématique générale est à traiter, dont voici les données. Le potentiel du citoyen moyen est imparfaitement utilisé. C'est que l'être humain a un potentiel immense, inestimable. Quand on prend l'ordinateur le plus sophistiqué du monde, et quand tu prends le cerveau de l'être humain, il n'y a même pas à comparer. Donc ça veut dire que l'être humain a un potentiel immense qu'on n'arrive même pas à utiliser, même le 1 millionième. Donc il faut créer les conditions pour qu'il puisse développer tout ça. L'homme est un animal de désir. Dès que l'un de ses besoins est satisfait, un autre apparaît à sa place. Le processus est sans fin. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la tombe ne se remplit jamais d'eau là, dans la tradition. Voilà, parce que l'être humain est un animal là, insatisfait. Toujours, quand un besoin est satisfait, il y a un autre besoin qui se présente à l'horizon.
un besoin insatisfait, il y a un autre besoin qui se présente à l'horizon. Aujourd'hui, tu as à pied, on te donne une moto, tu dis voilà, si tu peux avoir une petite voiture. On te donne une petite voiture si tu peux avoir une grande voiture. On te donne une grande voiture si tu veux avoir une voiture meilleure. On te donne ça si tu peux avoir un petit avion. On te donne ça si tu veux avoir un grand avion, ainsi de suite. Donc, l'être humain, on te donne la Terre, tu dis je vais aller maintenant sur la planète Mars. Mars, je vais aller à Pluton, Neptune, Jupiter, etc. Donc, l'être humain est un animal de désir et le processus est sans fin. Et quand il y a un besoin qui est satisfait, il va atteindre un autre besoin. Les entrepreneurs et les dirigeants de tout ordre et en tout lieu ont surtout veillé à satisfaire les besoins physiologiques et de sécurité. Il leur faut s'intéresser davantage aux autres pour obtenir une amélioration des performances du personnel. À cette fin, il convient de se libérer de l'emprise de la théorie X. Donc, on conseille dans ces cas de laisser tomber la théorie X et d'aller avec la théorie Y. Et en sachant que il ne faut pas se contenter seulement que quand je sais que je lui donne, ça lui permet de nourrir sa famille, son salaire, sa rémunération lui permet de nourrir sa famille, et c'est tout. Non, ce n'est pas seulement ce dont il a besoin. Il y a d'autres besoins. Il faut passer à d'autres types de besoins. En effet, la théorie X constitue une trop bonne excuse pour les dirigeants en cas d'échec. C'est ce que les hiérarchiques se réfèrent à leur connaissance technique pour exercer leur autorité, négliger le travail en équipe et les relations de travail. Donc, il ne faut pas négliger le travail en équipe. Il ne faut pas négliger les relations de travail. Ça permet de stimuler, ça permet de motiver. Donc, cette théorie aussi, ces dirigeants codifient droits et obligations de chacun en règlements qui prennent valeur de loi interne. Et ils sont supposés seuls aptes à réfléchir, non? Parce que parfois, avec les théoriciens X, là, ils pensent que les dirigeants sont les seuls qui doivent réfléchir. Et c'est très important parce qu'il y a des gens, quand ils ont un poste de responsabilité, ils pensent qu'ils sont plus importants. Le fait qu'ils ont un poste de responsabilité, ils sont les chefs, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non, et seuls peuvent réfléchir. Voilà, et seuls ils ont droit, comment dire, pourquoi même lors de certaines réunions avec certains responsables, ils viennent et seuls ils commencent la réunion, ils parlent plus que tout le monde, alors qu'il faut écouter d'abord les autres et après maintenant on fait la synthèse. Voilà, donc avec la théorie Y, il faut donner l'autonomie aux travailleurs, les permettre de s'épanouir. Pour éviter cette dégradation des organisations, ce gaspillage du potentiel humain, il reviendra à l'entreprise d'opter pleinement pour la théorie Y. Il y a 3 avantages pour adopter la théorie Y. C'est le travail ne sera pas considéré comme une punition. Il ne faut pas que le travail soit considéré comme une punition ou un supplice. Se sentant responsable de son travail, l'individu s'auto-contrôlera. Il y a le contrôle extérieur et les sanctions ne seront plus de mise. La responsabilité, il faut responsabiliser comme naturellement dans un contexte favorable. L'individu versera ses besoins actualisés et valorisés. Il verra ses besoins actualisés. Donc une fois que tu le laisses s'auto-contrôler et tu le responsabilises en ce moment, il verra ses besoins actualisés et valorisés. Mais enfin, maintenant, nous avons le troisième, le modèle situationnel de Hersey et de Blanchard. Bien, qu'est-ce que ce modèle dit? Cette théorie dit. Cette théorie ou ce modèle se fonde sur la part du comportement axé sur la tâche et sur la relation qui, dans une situation, un leader adopte envers ses subordonnés. Selon Hersey, le modèle de leadership adapté à la situation offre un cadre à partir duquel on peut diagnostiquer diverses situations et prescrire les comportements du leader. En ce moment, le leadership situationnel se fonde sur le comportement relatif à la tâche qui se définit comme le degré d'implication du leader dans la définition des devoirs et responsabilités d'un individu. Donc, dire aux personnes quoi faire, comment le faire, quand le faire et quoi le faire. Donc, il faut définir les devoirs et les responsabilités des gens. Deuxièmement, le comportement relatif à la relation qui se définit comme le degré d'implication du leader dans l'établissement d'une communication interpersonnelle. Donc, le manager il doit écouter, il doit encourager, il doit faciliter la communication, fournir des éclaircissements et apporter un soutien socio-émotionnel à ses collaborateurs. L'empressement qui se définit comme le degré de capacité et de bonne volonté qu'un subordonné manifeste à l'exécution d'une tâche. Il doit pousser les gens à exécuter, pousser les collaborateurs à être pressés pour faire le travail. Nous avons 4 styles de leaders selon le modèle situationnel de Hersey et de Blanchard. Nous avons 4 styles de leaders. Il y a le style 1, ça c'est pour les collaborateurs qui manquent autant de capacités que de bonne volonté. Donc les collaborateurs, ils ne connaissent pas, ils n'aiment pas travailler. Style 2, pour les collaborateurs qui ont un peu de capacité et un peu de bonne volonté. Ils travaillent un peu, ils connaissent un peu. Le style 3, pour les collaborateurs qui ont les capacités mais pas la bonne volonté. Ils sont compétents mais n'aiment pas travailler. Style 4,
pour les collaborateurs qui ont la capacité et de la bonne volonté. Ils sont compétents et ils aiment travailler. Donc, nous avons ces 4 styles de leadership que nous verrons en fonction des collaborateurs. Soit les collaborateurs, ils sont compétents, ils aiment travailler. Ils sont compétents, ils n'aiment pas travailler. Ils sont peu compétents, ils travaillent peu. Ils ne sont ni compétents et ils ne travaillent pas. Maintenant, le style 1. Quand nous sommes devant des collaborateurs qui ont la capacité et qui n'ont, en fait, des collaborateurs qui ne connaissent pas, mais qui veulent travailler. Ils sont incompétents, mais ils veulent travailler. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça? Il faut leur donner des instructions précises. Il faut faire un contrôle étroit. Ce qu'il faut faire, il faut leur dire et comment effectuer les tâches, parce qu'ils ne sont pas compétents, mais ils veulent faire. Il faut dire à l'individu quoi faire. Il faut leur dire, il faut tout détailler. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, quand faire, où faire, comment faire, avec qui faire, qui le faire. Donc il faut détailler tout, parce qu'ils ne sont pas compétents, mais ils veulent travailler. Et il faut fournir des directives claires et précises. Lorsque vous êtes devant des collaborateurs qui ils connaissent un peu et ils veulent un peu travailler. En ce moment, il faut les faire adhérer. Il faut faire adhérer les subordonnés à ses désirs. Il faut les convaincre pour qu'ils puissent adhérer à ce que tu veux en tant que manager. Ce style est encore appelé le style vendeur. C'est comme si tu vas aller vendre, tu as un article, tu es dans la rue, tu veux vendre à quelqu'un, n'est-ce pas? La personne ne connaît pas beaucoup l'article, en même temps la personne n'a pas beaucoup envie de l'acheter. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois développer les stratégies pour que la personne connaisse l'article d'abord, ensuite que la personne aussi puisse être motivée pour acheter. Donc, c'est un style qui encourage la communication mutuelle entre le leader et ses subordonnés et qui contribue à aider ces derniers à avoir confiance dans leur aptitude et à effectuer les tâches. Le style 3, je suis avec des collaborateurs, ils connaissent, mais ils n'aiment pas travailler. Ils sont compétents, mais ils n'aiment pas travailler. Hein? Le style est caractérisé par le comportement du leader qui encourage. Donc, en ce moment, il faut encourager. Pourquoi ils connaissent mais ils n'aiment pas travailler? Parce que quelque part, il y a un problème. Il faut chercher à savoir ces problèmes-là. Donc, il faut les encourager. Il faut favoriser la discussion pour qu'ils disent en fait qu'est-ce qui ne va pas au juste. Hein? Il faut faire appel aux contributions des collaborateurs. Il faut dire aux autres aussi pour que tout le monde puisse venir et expliquer, contribuer, afin que tout le monde puisse comprendre les objectifs de l'organisation. Il faut adopter le management participatif. En ce moment, le leader doit démontrer bienveillant et adopter un style participatif. Maintenant, lorsqu'on est avec des gens, ils connaissent, ils travaillent bien. Ils connaissent, ils aiment travailler. En ce moment, on n'a pas besoin d'intervenir. Et le leader apporte peu de direction et un peu de degré élevé de communication. Et on fait la délégation, n'est-ce pas? On communique seulement avec eux maintenant et on les laisse faire l'autocontrôle, n'est-ce pas? Et on passe par la délégation de travail parce qu'ils ont la capacité et ils aiment travailler. Et enfin, maintenant, nous avons la limite de toutes ces théories-là. Des théories ont été développées par d'autres auteurs, disons, tels que Harry Fayol, et Henry Mintzberg, Frederick Winslow Taylor, MacGregor Douglas, Max Weber et Peter Drucker. Donc, les aspirations des personnes varient avec l'expérience, l'âge, l'environnement, les responsabilités et les revenus. Donc, les aspirations d'un être humain, ça varie suivant son expérience, suivant l'expérience. Quelqu'un qui a déjà qui a un certain âge, qui a travaillé pendant longtemps, n'aura pas la même aspiration que quelqu'un qui vient de commencer. Avec l'âge, quelqu'un qui a 20 ans n'aura pas la même aspiration que quelqu'un qui a 60 ans. L'autre qui a 20 ans, il a envie de se marier. Il a 20 ans, il a envie de construire. Il a 20 ans, il a envie d'acheter une voiture. Celui qui a 60 ans, lui, il sait qu'il va aller à la retraite dans 5 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. L'environnement. Hein? Tu es dans un service public, tu es dans un service parapublic, tu es dans un service privé, tu es dans un service où tu t'entends avec les chefs, tu es dans un service où ça ne va pas avec les chefs, ce n'est pas le même comportement. Les responsabilités. Si tu es chef et si tu es, comment dire, au bas de l'échelle, ce n'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui travaille aussi, qui a les moyens, n'est-ce pas, et quelqu'un qui n'a absolument pas de moyens, ce n'est pas aussi les mêmes aspirations. Voilà. Quelqu'un qui a une voiture, donc il aspire construire une maison, certainement en étage, il n'en a pas. Quelqu'un qui a une moto, il aspire à avoir une voiture. Quelqu'un qui a une location, il aspire, comment dirais-je, à être chez lui. Voilà. Donc, la création, comme exemple, comme la création d'une mutuelle peut être considérée comme un besoin de sécurité chez Maslow. Mais pour les salariés, c'est une marque de considération, donc besoin d'épanouissement. Et chez Herzberg, c'est un facteur de motivation. Voilà.
Bien, les besoins et la motivation se combinent dans l'envie de réussir à atteindre un résultat. Donc, les deux se retrouvent. Le besoin et la motivation, c'est l'envie de réussir et d'atteindre le résultat. L'entreprise subit l'influence de l'environnement extérieur, ce qui agit sur le comportement et la motivation des salariés. Effectivement, nous sommes avec la mondialisation et il y a l'environnement extérieur qui agit sur l'entreprise et par conséquent qui agit sur le comportement et la motivation des travailleurs. La motivation, c'est aussi donner un sens à ce qu'on fait. Quand je prends le cas, par exemple, l'environnement extérieur, nous sommes dans une sous-région, parfois les gens comparent leur salaire au salaire des autres de la sous-région et par conséquent, ça agit sur leur comportement et leur motivation. La motivation, c'est aussi donner un sens à ce qu'on fait. Un sens comme direction vers un objectif, un sens comme une signification de ce qu'ils réalisent et un sens comme perception, la vue, le toucher, le goût, ce qui est attendu. Donc, maintenant, évaluer les postes et les performances, et ça permet aussi de motiver les salariés lorsqu'ils savent que les postes sont évalués de manière objective. Lorsque la performance aussi d'un agent est évaluée, l'évaluation objective de la performance est un facteur de motivation. Les individus doivent avoir, dans chaque entreprise, dans chaque organisation, publique, parapublique et privée, chaque individu doit être, la performance de chaque individu doit être évaluée et fréquemment. Et évaluée de manière objective, impartiale, impersonnelle, sans passion, avec des critères consensuels scientifiquement acceptés et adaptés à la situation donnée. Et cela permet effectivement de motiver les agents. Former les salariés, la formation est un droit et un devoir pour l'organisation. Et par conséquent, ça permet à ce que les gens soient motivés. Et en ce moment, ça permet de contrôler l'efficacité et la rentabilité des actions. Gérer aussi les équipes. Donc, ça permet de motiver les gens. Lorsque vous êtes... Elton Mayo dit que les résultats d'une équipe dépendent du style du leader. La manière dont on gère les hommes, ça permet de motiver les gens et par conséquent d'augmenter la performance de l'organisation. Donc, le directeur des ressources humaines doit impliquer les salariés, récompenser la meilleure idée et gérer les conflits de manière objective, impartiale et sans passion. Gérer aussi les compétences. Lorsqu'on fait la planification des ressources humaines, la gestion des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça permet aussi de motiver les gens. Parce que quand on met en place les plans de recrutement, de départ, de formation, la gestion des profits et des compétences, et ça permet à ce que les gens sachent maintenant où est-ce qu'on va partir. Donc le DRH a un rôle de guetteur, un rôle de veille pour voir et pour anticiper les changements à côté de sa responsabilité très prenante quotidienne. Et enfin, pour finir ce chapitre 3 concernant la motivation, sachez que la longévité d'une carrière professionnelle prend ses racines dans l'expérience et la maturité et se développe dans la diversification des activités de l'individu. Le charisme du directeur des ressources humaines, le charisme du responsable des ressources humaines dépend de sa capacité de motiver ses collaborateurs. Et pour finir, il revient aux différentes formules de Victor Vroom. La motivation d'un individu est égale à la valence multipliée par l'instrumentalité multipliée par l'expectation. M égale à V multiplié par I multiplié par E. Et la performance d'un individu est égale à la motivation multipliée par la compétence. P égale à MC. La performance, si vous voulez avoir des individus performants, il faut non seulement recruter des gens compétents, et il faut savoir les motiver et savoir quels sont les facteurs de motivation des collaborateurs. Et avec ça, vous allez avoir une entreprise performante. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'en ai fini.